Il parlait souvent, quand on était à la maison, de la franc-maçonnerie. Dans ses lettres, il faisait référence, la lettre qui est là, il faisait référence à un maître qu'il avait et des commandes spéciales. Donc, ce qui laisse supposer que les... Tu continues, Olivier? C'est vrai que nous avons reçu une lettre datée du 5 janvier 2015 dans laquelle Michel Fourniret évoque un homme qu'il appelle son maître. Voilà, c'est cette lettre qui passe là. Un homme qu'il appelle son vénérable maître, Paul-Louis Deschamps, qu'il côtoyait à l'époque. Il faut savoir que Selim insiste sur un point, c'est que son père n'était absolument pas un loup solitaire. Il avait beaucoup d'amis à l'époque. Il y avait du passage à la maison, c'est ce qu'il répète sans cesse. Vous dire qu'il y a des choses à découvrir encore? En fait, il évoque un homme, ce monsieur Deschamps, qui lui faisait des commandes de machines spéciales pour son laboratoire. Son client et concurrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il s'agit d'un message codé? Voilà, nous, on a été auditionnés à plusieurs reprises suite à notre visite en prison. On en a parlé aux enquêteurs, mais le problème est que cette personne n'a jamais été auditionnée. Et nous avons d'ailleurs... Il n'y a eu aucune suite à ce que vous avez... Aucune suite. Ils sont tous à la révélation de la cette lettre. On a saisi la police des polices récemment, parce que la police j'ai récemment lancé des appels à témoins. Alors que nous, peut-être que cet homme sait quelque chose, étant donné qu'il côtoyait Fourniret durant ces longues années d'impunité. Un type quand même qui du jour au lendemain s'achète un château avec de l'argent liquide. Selim d'ailleurs m'a dit qu'ils allaient beaucoup à Bruxelles à l'époque pour échanger l'or en argent liquide, c'est ça, hein, je me souviens. Et cet homme n'a jamais été entendu. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose, une zone d'ombre de ce que nous avons trouvé durant notre enquête qui nous laisse un peu court. On ne comprend pas pourquoi cet homme n'a pas été auditionné. Et Selim, indépendamment de ce qui est encore un peu mystérieux, est-ce que vous redoutez qu'il y ait la révélation d'autres crimes commis non seulement par votre père mais par vos parents? C'est pas une crainte, je sais qu'il y en a d'autres. Enfin, pas que je sais, je suppose qu'il y en a d'autres. Le retraité est un patron de plusieurs entreprises en France, une grosse SCI portant le nom de Ducix, une SARL du nom de AFMD, plusieurs sites internet de vente de produits liés à la photographie et vidéo, et un magasin dans le 20e arrondissement de Paris, rue Bagnolet. Pour finir, il avait aussi une société du nom de SARL Suca Metalec, domiciliée dans le prestigieux quartier du 16e arrondissement, rue Mozart. C'est celui qui semble être son fils, dirigeant de la société J.A. & Partners, Julien Abello, qui en a pris la succession. François Abello se trouvait en Indonésie, non loin de la capitale, dans un hôtel où il louait une chambre reconvertie en studio cinématographique. Son modus operandi, descendre dans la rue, proposer quelques euros à des enfants pour le suivre, les faire monter dans sa chambre d'hôtel, les violer, les filmer, ou les frapper, si ces derniers refusaient, une fois sur place, de suivre à la lettre ses ordres et ses demandes. La suite on la connaît, upload des films pédoporno sur la toile et vente soit directe, soit remise à ses propres patrons. Au total, c'est plusieurs centaines d'enfants qui seront identifiés dans son ordinateur. Le jour même de son arrestation, c'est en peignoir et en présence d'une jeune petite fille nue que la police vint l'embarquer. Et autant vous dire qu'il n'avait pas l'air très inquiet. Il sera présenté devant la presse locale en présence de toutes les pièces à conviction. Devant le tribunal, au-delà de la prison à vie, le juge suggère déjà la peine de mort par peloton d'exécution. Il sera rapidement retrouvé suicidé dans sa cellule, étranglé par un câble en métal. Un suicide alors que la mort lui pendait au nez. Étrange. Sachez que j'ai trouvé un document qui m'eût beaucoup interpellé. Mais je n'arrive pas à établir un lien concret. Toutefois, je le mentionne. C'est un papier qui appartient à Mediadesk Belgique. Le titre, Thierry 171100. Dedans, on retrouve la société AFMD SARL. Ce papier concerne des financements de films au niveau européen, et en cherchant ce qu'est Mediadesk,
je découvre que ce n'est rien de moins qu'une organisation appartenant à l'Union européenne directement. Il y a, pour ainsi dire, un médiadesk dans chaque pays européen. Que finance-t-il? Je veux dire, réellement, que finance-t-il? Je suis consciente qu'il puisse y avoir plusieurs AFMD SARL. Toutefois, on reste quand même dans le secteur de François Abello, donc il y a de fortes chances que cette société lui appartenait. Je ne peux en dire plus pour le moment, car je n'ai pas les preuves suffisantes. Cependant, je devais faire une note sur ces trouvailles. Dans la vidéo de son arrestation, où les pièces sont rassemblées, nous remarquons que l'homme possédait une carte infinite. Là, il y a un os. Comment est-il possible qu'un homme possédant comme principale source de revenus ce magasin, ce site internet, avec ce compte Facebook, où il n'y a aucune activité clientèle, et qui possède une carte infinite? Accrochez-vous bien pour la suite. J'ai fouillé l'entourage et les amis, les proches de tous les membres de la famille Abello. Les 3/4 ont une personne en commun. L'homme, sur Facebook, se cache derrière un petit pseudonyme, raccourci de son nom et de son prénom. Mich ATT. Je cherche, je fouille, et une rapide recherche d'images sur Google, et je retrouve son vrai nom, confirmé par la photo sur Facebook et la photo que je trouve sur Internet. Il s'agit de Michel Attias. De prime abord, je l'ai remarqué car il m'intriguait. J'ai donc été fouiller son entourage, ses amis, sa liste d'amis. Et sur qui je tombe? Hermine de Clermont-Tonnerre. Connexion Epstein. Claude Haddad. Connexion Epstein et Brunel. Christophe Lambert, le publicitaire. Connexion Epstein. Il y en a probablement d'autres. Mais il y a beaucoup de noms que nous ignorons encore. Espionnage, prostitution, esclavage, mensonge, chantage. Pierre, ça fait maintenant près de 1 an et demi, 2 ans que vous parlez de cette affaire. Oui. Donc cette affaire a connu un grand rebondissement aujourd'hui même, vu que l'un des principaux... Ah, mais gâté. On est gâté. On est gâté. On est gâté. Ah, Vu super. que l'un des principaux protagonistes a été arrêté sur le territoire français quand il allait tranquillement partir en vacances à Dakar, je crois. C'est Monsieur Blumen. Brunel. Alors, Monsieur Benchemoul. Monsieur Benchemoul de son vrai nom. Voilà. De son vrai nom. Et qui était introuvable jusque-là, donc il est resté introuvable pendant plusieurs mois. Alors qu'il était quasiment. Ouais, ça fait depuis combien de temps que le juge d'instruction ou la juge d'instruction avait ouvert ce dossier pour le compte pour le compte de la France. Ça fait 1 an, 1 an et demi. Un an, oui, au moins un an. Au moins un an. Voilà. Et comme par hasard, en fait, c'est très curieux le type. En fait, on voit bien que Monsieur Benchemoul ne pensait pas être,
être recherché par la police. Il pensait être tout à fait tranquille, donc il allait partir, il allait prendre l'avion tranquillement, comme tous les Français, pour partir en vacances à Dakar, au Sénégal. Et il a été extrêmement surpris, effectivement, d'avoir été alpagué par la police de l'air des frontières. Il est actuellement en garde à vue, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas s'il est toujours en garde à vue, en général c'est 48 heures, donc il devrait sortir demain. Mais en tout cas, il est en garde à vue pour proxénétisme de mineurs. C'est pas rien. De mineurs, c'est pas tout à fait rien. Ouais, voilà, c'est l'un des trois, voilà, dans l'affaire Epstein, voilà, il y a vraiment, c'est les trois, c'est-à-dire vous avez Epstein, bien sûr, ensuite vous avez Ghislaine Maxwell, bien sûr, et monsieur Eric Brunel, voilà. Monsieur Benjemoul. Epstein voulait fréquenter des célébrités. Vous savez, vous avez plein de gens comme ça, notamment des journalistes qui tiennent un carnet d'adresses en disant « Ah, j'ai interviewé telle célébrité, etc. » Voilà. Pas du tout. Dans son carnet d'adresses, il y a beaucoup de célébrités, mais ce sont des célébrités du monde des affaires, du monde du mannequinat, énormément de têtes couronnées. Alors c'est dingue. On a même le numéro là du prince Charles. Vous l'avez vu. en rappelant à nos spectateurs que le fait d'être dans son carnet n'implique en rien quelque chose d'illégal ou de moralement répréhensible. Tout à fait d'accord. On est d'accord. Mais enfin, néanmoins, on voit qui étaient ces cibles privilégiées et surtout à qui il vendait, entre guillemets, les services de ces escort girls. Alors, je vais vous révéler une information intéressante à plusieurs titres. Parce que je rappelle que cette opération Epstein est menée par deux services. Et c'est une opération interservice. Oui. C'est une opération interservice. Je dirais même sans doute qui dépasse le cadre des services eux-mêmes. Il y a le Mossad, bien sûr, avec comme pilote principal M. Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien. C'est un livre qui fait couler beaucoup d'encre, le livre La Familia Grande de Camille Kouchner, un livre qui a dévoilé les viols de son frère jumeau Antoine par son beau-père, le politologue Olivier Duhamel. Des viols connus par la famille de l'adolescent et par nombre de personnalités des hautes sphères parisiennes, sans que rien ne fuite depuis plus de 30 ans, jusqu'à ce livre qui, on l'espère, fera bouger les choses pour protéger les enfants de la pédocriminalité. Il n'y a pas que dans le monde politico-médiatique qu'il y a ce type de crime, puisque cette semaine, un entraîneur de patinage artistique a été mis en examen. Parmi ses victimes présumées, la championne Sarah Abitbol, pour qui les faits sont prescrits. La preuve que l'omerta a été très largement répandue depuis des années dans nombre de milieux. D'où le débat du dimanche. Affaire Olivier Duhamel, est-ce la fin de l'omerta? Et vous êtes 30% seulement à dire oui, 30,7 exactement. Avec nous pour en débattre, Serge Garde, co-auteur avec Carl Zéro et Omaïra Cellier du livre Un enfant sur 5, manifeste contre la pédocriminalité en France, publié chez Télémac. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Neveu, directeur de l'Institut français de psychanalyse active et secrétaire général du Conseil supérieur de la psychanalyse active, le CSDPA. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors justement, on va continuer avec vous Serge Garde, on fera réagir bien évidemment Pascal Neveu. Des proches étaient au courant, on l'a dit, des gens haut placés, y compris le directeur de Sciences Po a priori qui avait été alerté par une ministre, Aurélie Filippetti, on va la nommer. Et tout le monde s'est tu. Comment expliquer cette omerta? Ah ben c'est... L'omerta c'est une construction sociale, hein. C'est-à-dire que il y a une espèce de protection de la société ou des micro-sociétés, la famille étant une micro-société qui se protège de toute intervention extérieure. Mais je rappelle que le silence a été brisé en 1986 par Eva Thomas, qui est la première à avoir témoigné à la télévision à visage découvert, et que on continue à faire comme si à chaque scandale, on découvrait les choses. Mais c'est insupportable parce que je rappelle qu'en 2007, le Conseil de l'Europe avait lancé une alerte en disant un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. Et récemment, un sondage Ipsos a
a révélé qu'une personne sur 10 dit avoir été victime de violences sexuelles incestueuses. Des proches étaient au courant. Comment, y compris des gens très haut placés, on en a parlé, comment expliquer cette omerta? Parce que chez ces gens-là, on ne se dénonce pas, monsieur, on ne se dénonce pas. On se protège. Entre nous, c'est plus de 7000 dépôts de plaintes par an. C'est plus de 100 000 victimes également en France. Et avec France Assos Santé, on va organiser, on va déployer, mais un plaidoyer pour justement proposer des choses et que la pédophilie, l'inceste soit des crimes au niveau du code pénal. Ça, j'insiste énormément. L'inceste n'existe pas dans le code pénal, a priori, le terme inceste. Hein. Oui, et la pédophilie non plus. Il faut que ce soit un crime qui soit totalement imprescriptible également. Il faut absolument condamner tous ces gens, il faut condamner tous les réseaux pédocriminels mondiaux, parce que ce sont des réseaux mais très organisés, et face auxquels il faut absolument lutter. Mais justement, Pascal Neveu, est-ce que ceux qui se sont tus depuis des années peuvent être poursuivis pour non-dénonciation de crime? J'en sais rien, je suis pas juriste, mais d'un autre côté, quoi qu'il en soit, enfin, je sais pas, mais je ne pourrais pas avoir entendu quelque chose sans le condamner immédiatement, sans faire un signalement. D'ailleurs, on est obligé, professionnellement, mais de faire un signalement par rapport à tout cela. C'est très complexe, mais en tout cas, tous ces gens-là doivent être condamnés. Serge Garde, est-ce que les gens qui se sont tus peuvent être, moi je suis pas juriste, peuvent être poursuivis pour non-dénonciation de crime? Eh bien, théoriquement, le délit de non-dénonciation de crime, il existe, mais sauf pour l'inceste, puisque l'article 434.1 du Code pénal protège les parents et les proches du prédateur présumé. C'est-à-dire, si on ne dénonce pas un parent qui a commis un crime sexuel sur un enfant, eh bien, on n'est pas poursuivi, on échappe à la loi. Donc, malheureusement, au terme de la loi, Bernard Kouchner, par exemple, n'est pas un délinquant, même s'il savait qu'il n'a rien dit. Voilà. Alors qu'il ait une personnalité. Bernard Kouchner est une personnalité, il a agi dans plein de domaines de la santé, etc. Et pourquoi il n'a rien dit? Alors justement, j'ai lu une chose absolument incroyable dans Libé cette semaine, c'est l'anthropologue Dorothée Ducy qui dit clairement, je cite, « Il ne faut pas voir l'inceste comme une pathologie, mais comme un mécanisme structurant de l'ordre social. En clair, c'est le titre du journal de l'article de Libé, les incesteurs sont des hommes comme les autres. » Ce qui me dérange beaucoup, c'est que, comment dire? Oui. Bernard Kouchner, qui n'est pas un délinquant, il n'a pas enfreint la loi, puisque la loi protège les proches des incestueux. Mais j'observe qu'il a été beaucoup plus réactif pour défendre des pédocriminels avérés. Il a été l'un des signataires de la pétition de 1977, publiée non pas dans Libération, dans mais Le Monde, pour défendre des pédocriminels. Et il a lourdement... Alors il a dit qu'il l'avait signée sans même la lire, parce que Jack Lang lui avait demandé de la signer. Oui, bah d'accord, c'est pas assumer ses responsabilités que de se défendre comme ça. Vous avez signé une tribune, monsieur Jack Lang, à la différence, par exemple, de moi. C'était il y a 40 ans, 77, avec d'autres signataires et même des grands noms, mais il y avait aussi Gabriel Matzneff, une tribune pour décriminaliser les rapports sexuels avec les jeunes. Parce que c'était une revendication libertaire ou plutôt un appel à décriminaliser les rapports sexuels avec les enfants? Je n'ai plus la mémoire exacte. Mais on vous retrouve du côté de la défense de ceux qui sont accusés, rarement du côté de celles et ceux qui souffrent. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en lutte les uns et les autres contre l'inceste, les atteintes à la pédophilie, les atteintes à la pédophilie, les atteintes à la pédophilie. Qu'est-ce qu'il va dire que si on lui rappelle qu'il a lourdement protesté contre l'arrestation de Roman Polanski en 2009, lorsque Polanski a été arrêté en Suisse? Je rappelle qu'il était poursuivi aux États-Unis, pays où il y a imprescriptibilité pour les crimes sexuels. Il a été poursuivi et condamné pour avoir drogué et sodomisé une mineure de 13 ans. Donc il n'était pas anormal que la justice des États-Unis lui demande des comptes, alors qu'il avait fui la sanction pénale. Eh bien, il a été avec notamment Frédéric Mitterrand, si je me souviens bien, l'un des deux ministres ou anciens ministres qui est intervenu dans les affaires judiciaires des États-Unis pour protester contre l'arrestation de Polanski.
Mes regrets sont des remords. C'est le nouveau livre de Frédéric Mitterrand, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une fois de plus, l'ex-ministre de la Culture n'a pas peur des confessions. Après avoir suscité la polémique avec son roman La mauvaise vie en 2005, où il évoque le tourisme sexuel, la sortie de son nouveau livre a été l'occasion de revenir sur un passé parfois un peu trash. Il détaille ainsi dans l'Express la liste de tout ce qu'il n'aurait pas dû faire, notamment un projet cinématographique d'un goût un peu particulier, alors qu'il se trouvait à la tête des cinémas olympiques dans les années 70. Je regrette ce film pornographique trash. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse.